en novembre 2017, il y a eu un incendie au CHU et donc j'ai été recrutée pour travailler avec des équipes sur comment maintenir une qualité de soins dans une phase de gestion dégradée et une gestion de soins et de qualité de service public, voilà. Donc dans des locaux fortement impactés par l'incendie. Et puis après, je suis donc arrivée à l'agence. Et Annabelle et moi, on se connaît depuis déjà quelques années, puisque quand j'habitais à Paris, elle animait une formation à la Cité des métiers. Donc, j'ai eu un bel aperçu de ce que peut être le design thinking à cette époque. Voilà, je crois que c'était, je sais plus, une quinzaine d'heures de Les formation, je crois, 24 enfin, heures du des design thinking 24 heures, les 24 heures du design en thinking. 4 jours. Et du coup, c'est vrai que ça a beaucoup nourri chez moi. Bon, alors, j'avais un peu ça déjà, tout ce qui était démarche documentaire. Je suis autrice de bande dessinée par ailleurs. Mais c'est vrai que remettre la parole au centre des usagers, ben, pour moi, ça équivaut à ce que je fais dans mon travail de roman graphique, d'aller vraiment écrire des histoires collectives à travers un prisme vraiment global, systémique, en redonnant à chacun sa place, sa parole. Donc, quand l'agence qui a lancé il y a plusieurs années sur financement FSE la démarche de coopérative des solutions, nous a proposé d'en déployer trois par territoire. Bah, très naturellement, j'ai pensé à Annabelle et l'idée, ça a été de reconstruire une parole collective à partir donc des besoins des populations en situation d'illettrisme, à travers aussi le prisme des partenaires financeurs, porteurs de projets, institutions qui les accompagnent, mais tout en maintenant leur parole au centre des discussions. Euh, je ne sais pas si, ouais, Annabelle, je crois que tu avais préparé donc les Ouais, autres j'allais slides pour dire. présenter la COP. Ouais, Euh, j'allais dire, ouais, voilà, la première question, c'était, du coup, est-ce que tu peux nous présenter la coopérative des solutions? Et je sais pas, tu me dis quand je dois passer ouais. les slides. Donc la coopérative des solutions, c'est vraiment ce dispositif donc financé par le FSE qui nous permet à nous, correspondants donc régional, d'échanger avec des porteurs de projets locaux qui sont confrontés à des situations d'illettrisme et se demandent comment améliorer la qualité des solutions qu'ils proposent donc à leurs bénéficiaires. L'idée, c'était de pouvoir les faire monter en compétences, un, sur l'illettrisme aujourd'hui, l'électronisme également, et de les sortir de la verticalité de leur quotidien, parce que c'est souvent ça, vous, designers, vous devez le voir que dans l'administration et les politiques publiques, chacun est dans son couloir de nage. Bah là, c'est à peu près pareil, je trouve, en tout cas sur l'illettrisme, qui est pourtant est une problématique à visage multiple. Bah, l'idée, c'était de dire à la structure de l'insertion par l'activité économique, au CFA et à l'Agence France Travail, bah, mettez autour de la table et votre prescripteur, donc ça peut être le conseil départemental, et vos formateurs, et des partenaires de la ville, et des associations, des représentants de la société civile, et surtout vos bénéficiaires, pour, un, décloisonner vos regards sur la problématique, deux, changer complètement donc de paradigme en vous disant bah c'est pas vous qui apportez la solution du haut vers le bas parce que c'est comme ça qu'on construit les politiques publiques très souvent malheureusement, mais plutôt de se dire et si on remettait au centre le bénéficiaire, que lui soit finalement notre commanditaire parce que c'est lui qui est en capacité de savoir ce dont il a besoin. Et donc autour de cette parole-là on commence à construire de la réponse politique beaucoup plus efficace, beaucoup plus soutenue. Donc ça, c'est un peu, on va dire, l'ambition première de la coopérative des solutions. Moi, dans ma manière de l'articuler avec mes pratiques professionnelles, au-delà de la phase que vous connaissez de réunion de cadrage et de journée de prototypage, ce que j'aime bien faire, c'est tout un temps d'abord de sensibilisation à l'illettrisme avec l'ensemble des personnes qui vont être présentes ce jour-là. Comment on parle de ça? Est-ce qu'on parle d'illettrisme? Aujourd'hui, je suis en webinaire avec vous, donc je parle de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, mais quand je suis devant des bénéficiaires, je n'utilise pas le mot illettrisme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de parler des gens à travers ce qui leur manque fondamentalement, surtout quand le mot est aussi connoté, mais plutôt de passer par la question des compétences, et notamment donc, des compétences de base que sont la lecture, l'écriture, le calcul et le numérique, et de vérifier avec eux ben, dans quelle mesure ces compétences, qui sont des compétences socles, pas forcément donc des compétences professionnelles, mais qui peuvent bien sûr être mobilisées en matière d'insertion ou d'évolution professionnelle. Mais comment ces compétences qui nous permettent tout simplement
d'exercer nos droits de citoyens peuvent nous faire défaut et comment ça impacte notre quotidien. Puis quand cette parole, elle commence un peu intime quand même, elle commence à être posée, eh ben, on va discuter de si ces compétences, vous les aviez mieux en maîtrise, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et puis après, l'idée, c'est de faire un peu la mesure d'écart entre ce qu'ils font aujourd'hui et ce qu'ils aimeraient faire et de construire une discussion sur est-ce que la formation, pour vous, c'est une voie possible pour atteindre vos objectifs? Et essayer aussi de démystifier pour des publics qui ont souvent un passé très fragilisé au niveau donc, de la relation à l'autorité éducative, de complètement démystifier ce que peut être la formation d'adultes et donc le retour dans une institution qui crée des situations d'enseignement-apprentissage. Et une fois ça fait, ben, je leur demande, ben voilà, combien parmi vous aimeraient être ambassadeurs vraiment donc du groupe professionnel, du groupe de personnes que vous êtes, pour venir témoigner de vos besoins et devenir donc ces ambassadeurs commanditaires au sein d'un parterre de prescripteurs, de financeurs, de gens qui travaillent dans des collectivités, dans des associations, dans des organismes de formation, au MEDEF également, etc., etc. Et donc, généralement, on a réussi comme ça à avoir deux, trois personnes par coopérative qui ont accepté de venir partager leurs paroles, que le projet soit vraiment le plus conforme à ce qu'ils entendaient et de la situation qui était la leur et de la manière dont ils aimeraient être accompagnés ensuite pour ce faire. Donc moi ensuite, une fois la réunion de cadrage établie, puis la journée de prototypage passée, j'accompagne donc un à une à deux matinées donc par mois les structures porteuses de projets afin de garantir le maintien d'une dynamique autour du prototypage de la solution. Donc c'est assez chronophage et ça va un peu au-delà, je pense, de la mission normalement qui est la nôtre. Je vous lirai des retours d'expérience là collectés auprès des cinq structures que j'accompagne. Et c'est vrai qu'on sent quand même l'importance euh, pour les structures d'avoir un accompagnement tierce et même un renfort en ressources humaines pour passer de l'idéation à le vrai ancrage de la solution dans leur écosystème. Voilà en gros pour la présentation de la coopérative. Est-ce que ça répond voilà, à ta première question, Annabelle? Enfin, moi, je pense, mais c'est vrai que avant le J0, tu as passé du temps pour faire des focus group Ouais, en amont beaucoup. et vraiment aller rencontrer et aussi enfin, les bénéficiaires, enfin, les usagers qui seraient présents lors des ateliers, mais pas seulement pour pouvoir aussi nourrir la recherche utilisateur. Bah, quand on n'a que une demi-journée plus une journée d'atelier, bah, du coup, on a le temps de se dire des choses en atelier, mais c'est étoffer d'autres personnes déjà rencontrées. Oui, c'est Ça veut ça. dire, pardon. Ça veut dire qu'il y a un pré-diagnostic qui est fait un peu. Enfin, quand on se voit pour le jour de cadrage, il y a déjà plein d'éléments en fait de contexte, de C'est ça. diagnostic qui sont partagés venant de toutes les parties prenantes pour permettre d'avoir une vision un peu partagée sur lequel, c'est ça? Pas de toutes les parties prenantes, au moins donc, de la structure pivot, donc du pilote, de celui qui va fédérer autour de lui donc ses partenaires, et surtout bah, avec un livrable plein de témoignages des Hmm. bénéficiaires rencontrés qui disent, Ok. je sais pas, en SIAE, voilà, moi j'ai été formée, j'ai passé la certification CLEA, mais je sens que j'ai encore besoin d'être accompagnée, et en même temps mon chantier va s'arrêter. Comment maintenir un accompagnement en dehors de l'ACI, l'atelier de chantier d'insertion, sur du temps de travail, donc dans une entreprise classique, alors que le cadre légal n'est pas prévu comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment de collecter le plus possible des informations en provenance du bénéficiaire pour qu'ensuite, il y ait vraiment une analyse un peu à 360 degrés quoi, qui se construise. Pas seulement parce que je fais vraiment la différence à mon niveau, et ça, c'est beaucoup mon travail au CHU comme consultante qui me permettait de voir ça, la différence entre la commande institutionnelle, et vous, en tant que designer, vous le voyez bien, la commande institutionnelle et la vraie commande qui est celle du bénéficiaire. Et en fait, moi, mon porteur de projet, il va venir avec une idée de presque limite, il a une idée de la solution, en fait. Il me pose le problème et il vient avec presque une idée de la solution. Mais en fait, l'idée, c'est de voir comment, à un moment, bah, le bénéficiaire, lui, il considère déjà sa difficulté et est-ce que finalement, dans un étayage, il a des propositions à nous faire et comment ces propositions, bien sûr, elles peuvent rejoindre aujourd'hui, ben, je sais pas, des dispositifs de droit commun,
déjà des ressources en dispositifs, en financement qui existent à l'interne de ces structures, ou aller les chercher donc dans leur écosystème partenarial pour vraiment construire la réponse, non pas autour de cette fameuse commande institutionnelle qui bah, nous arrive du haut, mais plutôt à partir de la vraie demande du terrain, qui est celle du bas, quoi. Et c'est en ça où et les retours que je vous partagerai tout à l'heure, ils le disent, bah, pour la première fois, finalement, ils faisaient un pas de côté par rapport à leur manière d'écouter leurs bénéficiaires. Euh, Parce que c'est toujours eux qui, et surtout sur des publics fragilisés, sont beaucoup dans des entretiens presque directifs, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est pas tendre, au contraire, hein, parce qu'on a affaire à des conseillers en insertion professionnelle, on a affaire à des bénéficiaires, des conseillers bénéficiaires du RSA, etc., des gens vraiment qui ont cette parole, cette écoute presque clinique. Par contre, bah voilà, il y a un cadre réglementaire, légal, des obligations institutionnelles, donc voilà, l'écoute, elle est pas toujours, je trouve, elle peut être un peu biaisée, quoi. Mais et lors des ateliers, enfin on y reviendra peut-être, mais lors des ateliers, enfin moi j'ai souvenir notamment d'une personne d'un OPCO qui, après avoir entendu le témoignage d'un usager, bon déjà avait les larmes aux yeux si ce n'est plus, et des frissons, et du coup disait bah en fait si plus de monde entendait ce que vous venez de nous raconter, nous les financements on les a et ils seraient beaucoup plus mobilisés. Et du coup bah, en fait, ça change clairement la posture qu'elle a. Enfin, déjà, ne serait-ce que dans les solutions, parce que bah, pour elle, déjà, entendre les usagers, ça fait déjà partie de la solution, mais dans ce qu'elle peut proposer aussi, quoi. Hmm. Mm. Mais, et du coup, comment tu as fait pour... Parce que là, on voit une liste de personnes à mettre autour de la table, mais tu es allé beaucoup plus loin en Guadeloupe. Enfin, il y avait la dette, le département, enfin, il y avait quand même des institutions qui étaient présentes en plus, qui, dans d'autres coopératives des solutions, sont arrivées plus tard. Ouais. Et comment tu as fait ça, Jessica? Comment? Alors, bah, moi, je trouve que déjà, la démarche de design thinking, elle n'est pas très répandue en Guadeloupe. Donc, c'est vrai que le gros plus, c'est ça, c'est le caractère très innovant. Même si la démarche est très ancienne, sur le territoire, on a un cabinet de mémoire qui est très jeune, qui propose cette démarche. Donc, il y avait vraiment le caractère très innovant. Après, je le disais tout à l'heure, il y a aussi, je pense, quand même, malgré tout, en dépit des injonctions, voilà, de nos structures très verticalisées à faire le travail en relation avec les objectifs prescrits, il y a quand même une envie de décloisonner, et c'est ce que propose le design thinking, décloisonner et sortir de ce fameux couloir de nage pour pouvoir rencontrer les autres acteurs qui participent donc de notre écosystème. Ensuite, il y a un format que je trouve assez agréable, bah, c'est qu'une journée et demie, en gros. Et c'est une journée et demie où, bah, dans un format extrêmement dynamique, voilà, on échange avec des collègues, on mange ensemble. Enfin, on est dans le champ tout on fait du champ en étant dans du hors-champ. C'est ça que je trouve super intéressant. Il y a vraiment ce truc on se crée un espace tiers pour revenir quand même à l'ADN de nos missions. Parce que toute l'année, on a la tête dans notre guidon et là, il y a vraiment la possibilité de reprendre un peu de hauteur sur les métiers, nos missions, le vrai sens, quoi, de pourquoi on fait ça et pour qui on le fait. Donc ça, franchement, cet appel-là, je vois pas comment il peut pas être fédérateur, surtout dans les missions de service public sur des questions sociales. Voilà, bon, encore une fois, notre mission, c'est de travailler au service des personnes en situation d'illettrisme. Donc, les personnes qui sont dans ce domaine, elles ont à cœur quand même de pouvoir accompagner au mieux leurs bénéficiaires. Donc voilà, ouais, non, ça a été franchement très facile. Parce que parfois, nous, enfin, le frein qu'on rencontre, j'en sais rien, c'est on n'a que les financeurs autour de la table, parce que bah, du coup, comme les opérateurs et les financeurs sont bah, pas liés par définition, puisqu'ils sont les financeurs étant publics, bah, du coup, on n'arrive pas forcément à réunir tout le monde autour de la table, ou alors parfois, bah, c'est plutôt l'opérateur qui dit, oula, bah, on aimerait bien savoir quel va être notre projet avant de pouvoir le pitcher et le présenter bah, aux financeurs. Et donc, qu'est-ce Ouais. qui rend possible en Guadeloupe la coopération? Enfin, c'était hyper ouvert, enfin, voilà, les choses étaient dites en atelier, et ça, enfin, voilà, ça faisait avancer le sujet, mais du coup, qu'est-ce qui rend possible ça selon toi? Enfin, est-ce que c'est le territoire? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est les agendas? Est-ce que... Non, moi, non, mais le territoire, vraiment, il y a ce truc de... nous, on est très hexagonaux dépendants, comme je le dis, hein, 7000 kilomètres. Il n'y a pas la même
vitalité en termes de diversité d'entreprises et de propositions d'accompagnement des entreprises. Donc, même si moi je dis que ça a un caractère innovant, ça l'est en contexte guadeloupéen, ça l'est moins pour vous. Donc, du coup, peut-être que l'opération séduction qui a été très facile à mener sur nos territoires l'est beaucoup moins pour vous. Cependant, je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie envie déjà de l'acteur qui se saisit de la commande en votre direction, que lui, il ait envie de pouvoir de pitcher un peu le côté même quand même assez nouveau, quoi, parce que il y a quand même toujours des gens en préfecture ou à la dette ou chez des financeurs qui vous diront ah non, c'est vrai, j'ai jamais passé une journée à travailler comme ça avec des bénéficiaires et qui rêveraient malgré tout de le faire. Alors après, vous aurez toujours des gens pour vous dire ah non, ça c'est pas ma mission. Moi, voilà, je gère l'appel à projet, mais j'ai pas vocation à être en contact avec le bénéficiaire. Ça dit aussi bah, des questions de posture professionnelle, mais des questions aussi de un moment, c'est pas simple en fait quand on est face à un bénéficiaire. Parce qu'il faut savoir, un, éviter sa langue professionnelle. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont pas très à l'aise avec le fait de didactiser ce qu'ils disent, de vulgariser ce qu'ils disent, de se mettre à niveau. Ça, je l'ai beaucoup dit aussi dans le brief préparatoire en réunion de cadrage et avant, on va avoir des bénéficiaires. Et donc, c'est important à un moment de se rappeler que c'est surtout à eux de parler, à vous de construire votre parole à partir de la leur et pas de nous faire un pitch du dernier appel à projet très technique ou du dernier côté que vous étiez parce qu'en fait, on s'en fiche. C'est pas du tout là l'enjeu. Donc, avoir cette posture de repli, c'est pas toujours facile, surtout quand on est des décideurs, chefs de service, etc. Donc, ça dit aussi beaucoup la relation à l'usager. C'est pour ça qu'on a, je pense, bah, très facilement, quand on est sur une COP CFA, on va avoir le formateur qui, lui, est déjà dans du face-à-face pédagogique. On va avoir, alors après, l'OPCO, puisque c'est sa mission quand même de financer du parcours de formation. Donc, il est quand même intéressé par rencontrer bah, à qui il donne des sous et en quoi ça correspond, en quoi ça contribue à sa réussite en termes d'insertion professionnelle, parce que c'est là l'ADN de sa mission. La même chose à France Travail, dans sa relation avec ses demandeurs d'emploi. Il y a beaucoup de conseillers. Il y a aussi des entreprises du territoire parce qu'il y a des métiers en tension. Et donc, ces entreprises, elles y voient bah, de potentiels salariés pour demain et ça les intéresse de voir comment aussi réajuster leur positionnement pour faciliter le recrutement de gens qui, même s'ils ne maîtrisent pas les compétences de base, ont des compétences techniques qui pourraient leur être utiles. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment aussi, je trouve que faire ça, c'est avant tout savoir parler plusieurs langues et vulgariser vraiment quand on est le porteur de projet, le sens qu'on y met pour que l'autre, peu importe la fenêtre à partir duquel il voit le monde, puisse dire oh, ça fait sens aussi pour moi et ça peut être utile dans le cadre de ma mission. Et c'est là où on commence à fédérer. Et donc, nous, on avait fourni des éléments de langage. Donc, j'avais écrit une note que notre DG avait signée à l'endroit de l'ensemble des partenaires qu'on avait envoyés donc qui avait été ensuite contresigné par la structure pilote pour dire voilà, on vous invite, on vous attend, voilà comment ça va se passer, voilà ce que c'est exactement, voilà ce qu'on attend de vous. Voilà, donc ça aussi, ça peut être utile, c'est un outil comme un autre, mais pour moi, il y a vraiment la question de comment désintranquilliser celui qui se dit je vais arriver demain face à un bénéficiaire demandeur d'emploi et que jamais j'ai été en relation avec lui, alors que c'est quand même bien ma mission de financer son organisme qui l'accueille, mais que clairement, ça peut mettre surtout des institutionnels dans une forme d'inconfort. Donc, comment on fait pour être passeur de sens à un moment? Et donc ça, c'est soit le rôle, bah, nous, c'est notre mission en tant que correspondant de l'agence, mais c'est aussi le rôle pour moi de la structure pilote. Et quand elle a un peu de mal, bah, voilà, c'est vrai qu'un tiers médiateur, ça peut permettre bah, d'avoir des jolies tables comme on a pu en voir. Et c'est vrai que c'était un beau moment, quoi. Toutes ces coopératives, voilà, les retours qu'on en a eus étaient vraiment chouettes. Ouais. J'avais une question pratico-pratique, Jessica, sur quand tu disais parler plusieurs langues et trouver le truc qui fait que la personne est intéressée. Quand vous avez mobilisé la coopérative, tu as travaillé spécifiquement sur cet argumentaire ou plus les gens l'ont compris ou il y a eu ce petit truc en disant, ouais, voilà. J'ai deux arguments là, comme ça, lui, le département, je le fais venir, ou le France Travail, je le fais venir, ou l'entreprise, enfin, je sais pas qui était autour de la table, mais...
Bah, en fait, il y a eu un argumentaire envoyé qui était une invitation avec du contenu de clarification sur exactement la coopérative Kesako, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se dérouler, qu'est-ce que le design thinking. Ça, c'était pour un moment dans nos institutions hyper verticalisées. Si on a un agent qui s'absente une journée et demie, il faut clairement expliquer pourquoi. Donc, on voulait que au moins sur toute la ligne managériale soit très clair. Donc ça a été le fameux document qui a été envoyé, mais dans un second temps, par notre DG. Ensuite, enfin en amont, euh, moi j'avais travaillé donc avec les chaque structure. Donc on a fait une espèce de mind mapping. On s'est dit bah là je mets ma structure au centre. Quelles sont la structure et la problématique et quelles sont les personnes ou structures partenaires en lien avec cette problématique que je devrais mettre autour de ma table. Donc en fait le nuage c'était ma table conceptuelle avec la problématique et bah chacun a dit bah là bah c'est vrai que nous en tant qu'atelier chantier d'insertion c'est hyper important d'avoir sur un projet comme ça le département parce que c'est lui qui nous finance. C'est hyper Mm. important d'avoir l'OPCO parce que c'est lui qui bah, finance le parcours en formation. C'est important d'avoir un organisme de formation parce que c'est lui clairement qui va pouvoir nous dire si au niveau pédagogique, les propositions, les hypothèses qu'on formule, elles sont réalistes ou pas. C'est important d'avoir des entreprises parce que ce qu'on recherchait aussi, c'était à travers la formation, améliorer le taux de sortie positive vers le monde de l'emploi, que- le monde du travail classique, donc avoir des entreprises. Voilà, et on a tiré toutes nos branches. On a regardé dans nos carnets personnels, dans nos carnets d'adresses personnelles, qui on connaissait, quoi. Bon, au département, tu connais un tel. Enfin, franchement, quand c'est comme ça, on dit le du toi, hein. C'est vrai allô, allô, Catherine, ouais, on a tel projet. Est-ce que vous pourriez envoyer quelqu'un du département, vous me renvoyez vers qui? Ok, d'accord, très bien, on l'appelle, voilà. Et on a fait ça pour toutes les branches. Ça, c'était plutôt la phase 1 de qui de moi ou de la structure pivot avait le contact adéquat avec lequel on pourrait déjà avoir cette discussion un peu informelle avant de formaliser les choses en étape 2 à travers ce courrier qui remonte toute la voie hiérarchique pour qu'on ait en effet des gens autour de la table. Ok, merci. Et enfin, dans l'autre sens, entre guillemets, enfin, je sais pas, il y avait une question. Ce que j'allais dire, dans l'autre sens aussi, maintenant qu'on est dans l'ancrage du projet, tu es aussi vigilante à ce que les usagers puissent intégrer les copiles des solutions et pouvoir Ouais. continuer à donner leur voix à l'évolution de ce qui se passe. Carrément. Bah ça, sur toutes les démarches les démarches entreprises ou les démarches coopératives des solutions, c'est pour moi vraiment important que eux, ils soient les gardiens de la parole qui était la leur et qu'ils puissent dire halte là, bon là on s'égare un peu, c'était pas tout à fait le contrat qu'on avait passé initialement. Oui, ça nous satisfait et dans quelle mesure ça répond intégralement ou pas aux besoins qui étaient le nôtre. Donc là, on est encore dans la phase de pré-consolidation de la solution, parce que les CFA, la rentrée, c'est en septembre pour beaucoup. Enfin, il y a la grosse rentrée en septembre, et puis ils ont des diplômes en entrée et sortie permanente, mais c'est ce qu'on s'est donné comme vraiment moment de lancement. Et donc là, mercredi, on a une grosse réunion avec le sous-préfet à la cohésion sociale, les trois CFA, Annabelle, plus on a réussi donc sur ce projet-là donc à aller chercher un financement de 42 000 euros qui nous a permis de recruter quelqu'un, donc qui va être une coordinatrice de projet et qui, elle, va vraiment, alors elle est coordinatrice, elle gère tout le projet, elle va faire toute la gestion, pilotage local, mais aussi la formation de formateurs, le suivi de cohorte. Moi, je voulais des données sur de la cohorte populationnelle pour voir aujourd'hui, quand ils entrent dans le dispositif, quel est leur niveau, et puis quand ils en sortent, quel est leur niveau. Elle va animer aussi les focus group, donc vraiment dans la démarche qui a été la nôtre au début du projet, et des temps de capitalisation du coup avec eux. Et donc on a construit la gouvernance du projet. Il y a des COTEC, donc un COTEC, donc là avec plutôt les décideurs, et il y a ensuite un COPIL par CFA. Et dans chaque COPIL CFA qui se tient tous les 3 mois, il y a deux apprentis. Ça, c'est important. Moi, je leur dis tout le temps, quand je les rencontre, les apprentis ou les demandeurs d'emploi,
Vous vous rappelez les conseils de classe, où vous ne vouliez pas être délégué du conseil de classe? Et bien là, vous allez avoir envie d'être l'ambassadeur de votre démarche et de vouloir partager tous les 3 mois. Et je suis sûre que vous serez intarissable sur ce que vous ferez en formation. Et en fait, on en rigole, mais c'est vrai que ceux qui sont déjà venus pour la journée de prototypage, et ben, ils me disent, bah ouais, pourquoi pas, du coup, continuer au Copil. Parce qu'il y a vraiment l'idée de, je suis ambassadeur. Moi, je leur dis, moi, enfin, c'est ça, vous êtes les ambassadeurs. Il n'y a personne d'autre mieux que vous qui peut parler du projet de la démarche. Donc, ces copiles-là, donc en CFA, ils vont avoir lieu tous les 3 mois. Le calendrier, il est déjà fixé. Pour la SIAE, on a notre premier copil en mai, donc avec pour donc l'atelier chantier d'insertion avec les salariés qui, eux, ont commencé leur formation il y a 2 semaines. Et donc, au COPIL, il y a l'organisme de formation, le conseil départemental, plus l'opérateur de compétences, moi, et puis donc des salariés. Et pour les demandeurs d'emploi, là, on a pris pour France Travail un tout petit peu de retard. On est en train de finaliser un gros kit qui va être donc un kit d'information sur l'illettrisme et comment on repère les demandeurs d'emploi en situation d'illettrisme. À noter que c'est complexe à France Travail parce que ça n'est pas partie des critères. Il n'y a pas de petite case. Il y a une case qui dit votre âge, il y a une case qui dit votre situation, votre niveau de diplôme. Il n'y a pas de case qui dit maîtrise des compétences de base. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire du profilage à partir d'outils qu'on construit nous-mêmes en interne. Tout ça alors que l'illettrisme n'est pas un critère de valorisation aujourd'hui au niveau de la direction de France Travail et que du coup, il faut justifier du temps passé sur du critère qui, lui, n'est pas du critère référencé. Donc là, on est vraiment sur une expérimentation quand même pour nous à fort enjeu, comme on est un territoire avec 20% d'illettrisme. Et à mon avis, un gros paquet dans la queue de comète des demandeurs d'emploi longue durée de France Travail. Donc, du coup, on crée l'outillage qui nous prend un peu de temps. On fait de la formation au niveau donc, bah, de tous les conseillers de l'agence. Donc, ça veut dire que un vendredi, on se dit, on n'ouvre pas l'agence aux demandeurs d'emploi. Ça aussi, c'est pas aisé. On n'ouvre pas l'agence, on s'enferme et on transfère l'ensemble des outils. On a enfin, identifié en interne quelqu'un qui va être donc la référente des demandeurs en situation d'illettrisme. Grande première, les conseillers Pôle emploi, ils sont affectés tous les 6 mois échange. Donc là, ça veut dire un référent permanent, ce qui n'existe pas normalement. Ils ont créé un code spécial APE pour le dispositif qui dit bah, toutes les personnes aiguillées, identifiées en situation d'illettrisme, il faut les aiguiller vers un dossier particulier. Et après, à la demande donc, des demandeurs d'emploi, qui nous ont dit, bah, nous, on aimerait bien pouvoir se rencontrer un peu entre nous et s'accompagner, on s'est dit, on monte un focus group interne et donc il y en aura toujours 2 à 3 qui seront en copile dans le cadre donc, de la démarche. Voilà, donc c'est vrai que ça aussi, les maintenir dans le dispositif, pas comme des bénéficiaires, mais comme bah, des commanditaires, je trouve ça colore pas mal aussi la solution, la dynamique du projet. Voilà. Christophe, tu voulais intervenir? Quel suspense. Oui, non, je sais, j'arrivais pas à trouver le micro. Ouais. C'est fantastique ce que tu as présenté. J'avais envie de te poser la question de, finalement, on revient facilement, moi j'ai travaillé pendant des années en administration, on revient facilement dans le cœur du processus d'administration, comité de pilotage, comité de direction, comité exécutif, comité Mm. partout, et le pilotage centralisé de la décision. Je me disais finalement dans la phase où vous êtes, est-ce qu'il n'y a pas une ouverture à garder, hein, qui est précieuse en design, de garder les points de suspension, de ne pas tout de suite atterrir la démarche et la plaquer au sol, pour se dire qu'il y a des choses qui peuvent peut-être émerger de ces groupes, qui n'ont pas encore eu le temps de vivre, hein, et qu'il y ait une vraie approche coopérative de ce qu'ils ont produit. Parce qu'en fait, vous avez une série de groupes qui vont identifier des problématiques qui étaient passées sous les radars. Mm. Les gens vont apprendre à se saisir de questions dont ils ne se seraient jamais saisis auparavant. Et lorsqu'ils vont être en comité de suivi, comité de pilotage, ils vont se retrouver dans une démarche où les personnes qui arbitrent ne participent pas de la démarche. Donc, est-ce que la coopérative peut pas être justement de donner encore plus d'autonomie au groupe en décentralisé pour que
ils puissent identifier des besoins, des initiatives, et peut-être qu'à un moment, avec des partenaires extérieurs, il y a des initiatives qui grandissent, qui essaiment, qui se distribuent sur le territoire. Et moi, ce que j'ai expérimenté en CCI, c'est que dans l'approche classique des comités, on referme tout de suite sur Ouais. le fait qu'en fait, les moyens sont décidés bien en haut, ils sont décidés au mois d'octobre, quelque chose comme ça, l'année d'avant. C'est pas touche à ça, c'est mon truc au comité de direction ou au niveau politique. Ouais. Et finalement, les gens ont des initiatives et s'épuisent assez rapidement le fait de ne pas avoir de soutien par rapport à leur initiative. Ah, c'est Donc clair. voilà, Mhm. donc Ouais, ouais. je serais bien curieux de voir la suite de la C'est démarche parce qu'en germe, c'est très très riche. Ouais. En fait, bah là déjà, il y a quand même des limites et c'est les freins dont je voulais vous parler là dans un second temps. Là, dans toute la phase de prototypage, il n'y a pas du tout d'engagement soutenu de la part des partenaires qui ont été réunis autour de la table pendant la journée de prototypage. Donc, pour certaines structures, et notamment les toutes petites structures, je pense à l'atelier chantier d'insertion, mais aussi à de petits CFA, ils disent, bah, c'est vrai que après une journée où on a été superbement encadré, accompagné, eh ben on se sent un peu seul maintenant. Donc, l'idée, c'est comment continuer de maintenir une émulation autour du projet dans une phase de prototypage, alors que ce qui a rendu possible aussi cette journée de prototypage, bah, c'est aussi son caractère un petit peu occasionnel, quoi. Et là, moi, ce que je vous disais, hein, je suis au moins 2 heures, une demi-matinée, pardon, 2 heures tous les 15 jours dans les établissements, voire trois, en fonction de la nature de l'étape de conception où on en est pour travailler avec eux, donc tous les 15 jours, voilà, à peu près. Mais c'est pas suffisant, parce qu'à des moments, on se pose des questions sur du financier, parce qu'à un moment, il y a aussi du découragement, parce qu'après, il y a la vie professionnelle générale de la structure qui reprend le dessus, et donc d'autres contraintes qui s'additionnent, et que du coup, on se dit, pourquoi je me suis engagée là-dedans, le nombre de fois où je l'ai entendu. Donc voilà, donc pour moi, l'idée du COTEC et du COPIL, c'est important de maintenir ces deux instances. Alors, il n'y a pas forcément de codir tout ça, mais je vois et je rejoins l'idée. Le COTEC, on va pas le mobiliser à la même fréquence. Il va avoir lieu tous les 6 mois, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les financeurs, ils vont dire, bon, ok, vous êtes gentils, mais enfin, nous, on peut pas tous les 3 mois être à vos côtés pour bababa. Nous, ce qu'on veut, c'est les teaser, leur donner le goût du projet au tout début. Donc ça, c'est ce qui s'est passé avec la phase de prototypage. Il y aura la phase de lancement avec le premier COTEC, avec des retours donc des gens du terrain pour qu'ils se disent, ah bah c'est super, ils commencent déjà à nous parler de potentiellement il y a tel appel à projet, tel dispositif financier sur l'année 2024-2025 qui va être mis en place, ça peut être intéressant pour vous. Voilà, nous aussi, c'est un temps de collecte d'infos pour sécuriser la pérennité donc, des dispositifs mis en place. Et après, le COPIL, pour moi, c'est une instance de remédiation. On est bien dans une démarche itérative qui a vocation à se réajuster, à retrouver un équilibre différent en fonction de la parole donc, des bénéficiaires. Et c'est plus un temps où on va être dans des petits éléments de couture. Je pense que ça va être plus difficile pour moi de faire venir le conseil départemental, la dette, etc., sur de l'ultra fin, de l'ultra mince, parce que, déjà, quand ils sont décideurs, j'ai peur qu'ils nous disent non, vous devriez faire ça, etc. Non, nous, il existe tel dispositif. Pourquoi reconstruire autre chose alors qu'il existe déjà ça? Alors que c'est pas forcément ce que le bénéficiaire il veut entendre, surtout quand son besoin, ben, il a toute la singularité qu'il porte. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir quand même faciliter la posture de celui qui porte la solution et qu'il ait toujours cette oreille un peu attentive aux besoins, son évolution et à la manière donc de lui répondre. Mais c'est clair, c'est pas simple. Il y a beaucoup il y a je dirais autant de satisfaction que d'insatisfaction aujourd'hui. Je vais vous lire donc les retours que j'avais imprimés. Qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, voilà, sur les freins. Bon, déjà sur les trucs pour marcher, pourquoi la coopérative a représenté une opportunité, rencontrer des partenaires, créer une émulation autour d'échanges, trouver des solutions, se concerter de façon structurée sur la problématique de l'illettrisme, une réelle possibilité d'adapter mon offre aux besoins de ma population de bénéficiaires, rencontrer d'autres acteurs, échanger avec eux sur les problématiques autour des publics cibles, etc.
Que retenez-vous de la démarche de design thinking, Partir de l'expérience utilisateur, mettre en lumière nos difficultés, réunir et réfléchir avec différents protagonistes, pas de limite, plus de créativité, possibilité de se poser un moment pour réfléchir et trouver de sérieuses pistes de réflexion sur un sujet, processus de création centré sur notre public cible, repenser les problèmes pour adopter une approche itérative pour tendre à des résultats plus significatifs et aller vers le prototypage d'une solution avec une démarche centrée sur l'usager. Maintenant, c'est quoi le plus dur pour vous à la phase de prototypage de votre solution? Bah, la mise en place opérationnelle. Comment finalement, très concrètement, je passe du papier à ma réalité? Le manque de suivi et d'investissement des participants. Bah ouais, ils étaient super contents ce jour-là autour de la table, mais quand on les sollicite aujourd'hui, on sent que c'est plus difficile. La charge de travail importante en plus de mes missions, le manque de ressources. Mettre en forme mes idées en restant dans le cadre proposé et en restant surtout, j'ajoute pour elle parce que c'est vraiment la difficulté que j'ai observée chez elle, en restant connecté à l'essence du projet tel qu'il avait été formalisé par les bénéficiaires. Et pas quand elle se retrouve dans un entre-soi entre elle et elle, parce que c'est ce qui se passe, où elle réécrit à chaque réunion un projet, mais qui n'est pas du tout corrélé à la parole de ses bénéficiaires. Donc le manque de soutien, ça peut faire ça, c'est-à-dire on repart dans nos travers. Mettre en forme mes idées en restant dans le manque de temps, l'absence de volontariat de certains acteurs et le respect du calendrier établi qui, voilà, sur un projet en particulier, s'étale, s'étale, s'étale. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait en termes d'appui pour ancrer durablement la solution née de cette démarche? Une implication de la ligne managériale. Ben, parfois, on se sent seul. C'est comme si le porteur de projet, tout d'un coup, il faisait unité à lui tout seul, mais que même s'il a eu la validation de sa hiérarchie, voyant le temps que ça représente, bah, aujourd'hui, c'est plus, bon, écoute, tu as voulu t'engager dans ce projet, donc c'est toi qui es chef de projet, mais il n'y a pas plus de soutien derrière. Tiens, est-ce que je pourrais déployer du renfort en termes de ressources humaines, etc. Un poste financé, alors ça, c'est beaucoup revenu, un poste financé et dédié à la mise en place et au suivi de la solution, ce qui n'est pas possible. Une personne dédiée au projet en interne, des financements pérennes, des ambassadeurs jeunes qui portent la parole du projet et une volonté politique de l'établissement à faire de l'illettrisme une priorité. Ouais, donc, clairement, euh, euh, là, je dis pas que la lune de miel est passée, hein, c'est pas ça, mais clairement, il y a eu une grosse phase de lune de miel et où, bah voilà, dans ce processus d'idéation, je pense que tout le monde s'est pris au jeu. Puis après, il y a un moment où on arrive dans, bon, bah, dans du quotidien, dans de l'ultra dur, quoi. Comment faire en sorte pour à un moment réaliser une solution avec l'idée qu'elle apporte une réponse tangible à un besoin et qu'on arrive à l'ancrer dans un univers qui est bah, déjà très tendu par des missions, des agendas de travail hyper compressés, etc. Donc oui, c'est pas simple, hein, et moi, je pourrais vous repartager un retour, je sais pas, plutôt comme on lance France Travail en septembre, les Pôle emploi, les CFA en septembre et la SIAE a déjà commencé. Disons que janvier, ça me paraît bien. Voilà. Mais pas avant, quoi. Voilà. Super. C'est génial. Merci beaucoup, Jessica. Est-ce que vous avez des questions Alors, j'ai vu dans le chat, mais je pense que tu connais déjà Sophia. Enfin, il me semble que je vous avais indiqué l'une à l'autre sur LinkedIn, parce que dans le chat, Maëlle te demande, enfin, demande si tu connais Sophia Martinez-Ruiz qui est au LACULAB à l'Académie de Guadeloupe. Ah, Il me mais semble- qui vient d'être créé, le LACU, il est Voilà. créé depuis pas longtemps. Ouais. Mais je ne l'ai pas rencontré, non. Super, ouais. Ça fait un moment, ça fait quasi un an là qu'elle y est. Ouais, c'est ça, ouais. 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 À l'échelle de ma temporalité, hein, non, c'est peu. Mais oui, oui, ouais, j'ai vu Elle est passer très l'info aux chouette. préfectures là-dessus. Et je ne la connais pas. Ouais, et ben écoute, je prends son contact. Attends, je Euh, te mets sur Et son donc, lien. ils sont au rectorat. Ouais, Mais donc, ils sont sur des missions que rectorat ou est-ce que du coup, ils vont travailler au service? Ouais, c'est ça. Je vais voir avec. Mhm. bah, c'est une question, tu vois, je me disais, bon, c'est peut-être pas direct en termes d'acteurs, parce que j'ai l'impression que c'est plus les CFA, donc faut voir s'ils sont en lien avec les CFA. Euh, je sais pas comment ça marche à ce niveau-là. Ok, non, mais je vais lui écrire là. Mm. Merci beaucoup.
Sinon, dans nos territoires en Guadeloupe, mais comme dans les vôtres, il y a parfois des laboratoires d'innovation et peut-être Mm. qui ont été mis en place à l'aide justement de designers comme vous. Il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est le laboratoire d'innovation sociale qui existe dans certaines préfectures. En Guadeloupe, on n'en a pas, par exemple. Enfin, on a créé quelque chose comme ça, si, un peu l'année dernière. Si, si, on a créé quelque chose. Voilà, mais je ne sais pas dans quelle mesure, voilà, c'est des partenaires aussi pour nous. Sophia, justement, elle était au laboratoire d'innovation publique des USGAR, enfin de la préfecture des Pays de la Loire, et nous, on a D'accord, travaillé avec elle, et donc voilà. Et donc elle était ok, designeuse intégrée pour faire changer les pratiques au c'est sein de ça, la préfecture. Et donc peut-être tout qu'elle à connaît fait. aussi d'autres démarches au-delà de ce qu'elle fait. Et Mm. merci, mais de partager la liste des Et ouais, laboratoires. j'allais dire, il y a un atlas, la DITP a fait un atlas des laboratoires en France, donc peut-être, j'ai pas regardé, hein, mais peut-être qu'il y a d'autres choses de ton côté. Je vais regarder. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, hein. C'était Avec hyper plaisir. intéressant. Moi, j'avais coupé ma caméra parce que j'avais pas trop de réseau, je voulais vraiment bien tout entendre. Mais en tout cas, je prends les questions de la fin là sur montrer la volonté politique de vouloir se saisir de ce sujet. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose là-dessus et nous, les designers, on peut certainement contribuer à ça. Et sur comment réancrer cette dynamique qui a été très créative, des ateliers et tout, dans un quotidien routinier. Et ça, Mm. je trouve aussi que c'est hyper intéressant comme sujet. Voilà. Ça m'a ouvert plein de... C'est chouette. Ouais, c'est Merci chouette beaucoup. parce que ouais, c'est pour moi c'est aussi voilà ce que je retiens de la démarche, c'est une disponibilité donc relative contextuelle donc enfin pleine et entière dans le cadre donc d'une journée et demie donc, de rencontres, de réunions de cadrage et de journées de prototypage de l'ensemble des partenaires qui se libèrent vraiment du temps pour être là, pour participer, pour partager. Et puis après, un retour à la vie professionnelle, mais qui est normal et qui nous donne un peu le sentiment que le voyage est fini alors que ça n'est que le début. Et du coup, je comprends aussi ce moment de solitude du porteur de projet qui, après avoir fait un pas de côté par rapport à ses habitudes professionnelles, a envie d'être soutenu dans cette dynamique qu'il a entreprise et qui, pour moi, est bah, fondamentale dans la réussite du projet. Donc, la question que posait le collègue là avant vous sur voilà toutes ces strates qui existent déjà, Codir, Cotec, tout ça, machin, qui recréent finalement du nivellement et qui nous reprojettent dans des habitudes qui sont les Hum. nôtres et qui nous décorrèlent peut-être finalement de la réalité des bénéficiaires. Sont-elles bien utiles? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à inventer? Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à inventer, mais à très petite échelle pour et là c'est là où j'ai envie de dire on parle plus d'institution en fait c'est de la volonté individuelle donc comment faire donc c'est super sur un petit territoire ou sur un petit quartier vous avez réussi à avoir le référent insertion le référent CAF le référent machin parce qu'ils sont tous super engagés et puis il y en a un qui part un jour et il est remplacé par quelqu'un c'est pas l'institution qui peut lui dire bah écoute on était engagé dans ce projet tu dois t'y engager. Qu'est-ce que l'engagement? Bah, j'ai fait mes 2 heures de présence à ce truc-là, j'y suis allée, ça veut pas dire que je me suis engagée. Quelle coloration je donne à tout ça? C'est pour ça que je parlais de la question du sens. Et du coup, je trouve que c'est quand même un peu plus simple sur des petits écosystèmes de travailler, mais en même temps, c'est très dur parce que plus on est sur de la petite échelle, moins du coup, ça intéresse les prescripteurs qui voient pas forcément toujours l'intérêt de travailler sur du petit alors qu'on leur demande à leur niveau de travailler sur du très gros. Donc, il y a quand même ces histoires d'échelle et de va-et-vient en ascenseur entre des obligations du politique et des contraintes en termes de fiabilité et durabilité donc de la solution mise en place avec du macro pour qu'on soit vraiment efficace. Et ça, moi, j'ai pas la question. Vraiment, je vais expérimenter normalement de nouveau sur un autre projet la démarche. Tout ce que je peux, tout ce que je vois, par exemple, si je vous donne un dernier exemple là sur une entreprise de l'aide à domicile, donc on a un peu fait comme ça, pareil, focus group avec des bénéfices, avec des salariés, demande institutionnelle de la DG qui me dit bon bah voilà, nous on a des aides à domicile qui interviennent au domicile des usagers et
en fait, on a des retours des usagers qui sont pas super contents, on voit qu'elles ont des difficultés à faire des listes de courses, à prendre des notes sur des trucs, de la gestion administrative du quotidien, hein, ça fait partie du boulot, quoi. Et, euh, et encore plus difficile sur tout ce qui nécessite une interaction avec le numérique. Donc, ben, je fais un premier focus group où je demande, donc je lis les constats de la direction et je dis, bah voilà, moi je viens juste discuter de ces constats avec vous, et puis après j'ai quelques questions. Voilà, la direction s'en va après le temps où on a validé les constats qui ont été posés, et après je suis 1 heure avec le groupe de professionnels, et on va discuter de bah, ces compétences de base, comment au quotidien dans votre métier, dans votre activité, vraiment, là, on est dans la clinique de l'activité, dans votre journée de 7 heures à 16 heures quand vous êtes chez des usagers, qu'est-ce que vous faites? Et à quel moment de l'activité vous mobilisez ces compétences? Est-ce qu'il y a des moments où ça peut représenter un frein? Et donc, moi, je liste tout. On parle jamais d'illettrisme. À un moment, je fais passer une petite bandelette de papier avec vraiment une toute petite bande avec les 4 compétences, mais un ordinateur pour le numérique, un stylo pour l'écriture, un livre pour la lecture et puis une calculatrice pour le calcul. Et je leur dis, c'est complètement anonyme, je note rien. Pendant notre échange, au moment où vous voulez, vous remplissez ces cases pour dire, bah, voilà les compétences sur lesquelles vous sentez aujourd'hui que vous aimeriez un accompagnement. Et avant, on a discuté de, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un accompagnement et est-ce que vous avez déjà suivi de la formation? Et là, ce qui est intéressant, c'est que toutes, elles ont suivi de la formation technique réglementaire, HACCP, réglementation cuisine, hygiène, machin. Et je dis, mais la formation personnelle continue, quoi. Oui, moi, j'ai entendu parler du CPF. Ah, moi, je me suis arrêtée quand j'ai vu qu'il y avait l'empreinte numérique, je sais pas faire, etc., etc. Et donc, du coup, on discute de, bah, qui aimerait aller en formation? Moi, j'aimerais bien faire une formation, notamment en langage des signes. Ok, très bien. On note tout. Je dis, bah, moi, j'ai pas vocation à combler tous les besoins. Le langage des signes, c'est pas mon boulot. Par contre, je fais un rapport à la direction, je note tout, et puis après, on voit comment sur la partie qui est la mienne, on peut travailler ensemble. Et après, on discute de bah, le formateur idéal, c'est quoi pour vous, et la formation idéale, c'est quoi pour vous. Ben, ça va être quelqu'un qui est pas trop loin. On a des gros problèmes de mobilité sur le territoire, beaucoup de bouchons, etc. Donc, la question du déplacement, elle est essentielle. Dans un local, on voudrait que ce soit joli, madame, hein, parce que nous, les quotidiens dans lesquels on travaille, c'est pas toujours super. Donc, etc. Ben, moi, je dis, je fais la liste de Mère Noël, puis après, on voit, on met dans le cahier des charges. Et donc, ça, c'est la deuxième séance. Le cahier des charges, on le finalise. La deuxième séance, on finalise le cahier des charges. La troisième séance, je fais venir l'ADETS et l'OPCO. Et donc, l'ADETS pour bah, prendre conscience de l'implication des salariés. Donc, c'est très intéressant pour l'entreprise. L'entreprise est très contente que le ministère du Travail vienne chez elle. Et ensuite, l'OPCO dit, bah, moi, je viens pour garantir que le cahier des charges, il est conforme et qu'on peut le publier. Et une fois que c'est fait, bah, en fait, c'est vraiment les salariés qui, moi, je fais lecture donc, du cahier des charges et chaque point, elles disent, OK, oui, c'est ça, oui, très bien, oui, c'est ça. Une fois que la séance, donc le document a été amendé, et ben, on envoie et ensuite, donc là, pour ce projet, on a eu 9 propositions de formation. On en a retenu une. L'ADG s'est entretenu avec l'organisme de formation. Il y a eu une visite du lieu et les salariés ensuite sont partis en formation. Et la réunion, donc là, moi, je pourrais pas y aller malheureusement, donc c'est la DETS qui va. Elle a lieu lundi avec les salariés, donc c'est une réunion à mi-étape, puisque la formation, elle a commencé en décembre. Et ben les salariés sont visiblement super contentes. Ça se passe bien. Il y a un copil, donc nous, on se voit en mai donc pour le fameux copil. Et ça se passe bien. Ça se passe visiblement très bien. Alors après, j'ai pas moi-même en direct les verbatim, mais voilà, des retours que j'ai, il y a vraiment aussi le fait qu'elles ont construit elles-mêmes leur projet de formation et qu'elles ont pu, jusqu'au dernier moment, c'est elles qui avaient le pouvoir, en fait. On leur disait, bah, vous allez dans le lieu, vous allez discuter avec l'organisme de formation et vous dites, ça, je veux bien, ça, non, ça m'intéresse pas, c'est compliqué, etc. Ou pas tout de suite et tout. Et on avait laissé une partie en réserve dans le cahier des charges pour dire, bah, si au terme des 6 mois de formation, il y en a parmi vous, et ça c'est l'OPCO qui nous avait offert cette possibilité, qui veulent un financement complémentaire pour avoir la certification, est-ce que ça vous dit? Au tout début, si j'avais parlé de certification la toute première heure, elle m'aurait dit, voilà, oh non, attendez. Et en fait, il y en a qui ont dit, bah, eh ben ouais, pourquoi pas? Eh ben on verra. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir des temps de réajustement pour que s'il y en a une, deux, trois qui à un moment se disent, bah ouais, en fait, je me sens maintenant prête à tenter ça. Et voilà.
Donc oui, je trouve que en tout cas cette démarche-là, elle nous permet, en tout cas moi, mais c'est ma fonction qui est et à la fois institutionnelle et à la fois très terrain, qui me permet cette mobilité-là et cette agilité professionnelle, ce qui n'est pas le cas. Et ça, c'est bah, aussi, et je me dis, c'est la grosse mission qui est sans doute la vôtre, c'est d'essayer au niveau de nos administrations de déloger les gens et les ramener à se reconnecter à leurs bénéficiaires et au sens de pourquoi ils font ça. Parce que c'est pas que du papier, parce que c'est pas que des budgets opérationnels, prévisionnels, parce que c'est des gens en fait. Et nous reconnecter aux gens, je pense que à travers cette démarche, c'est ce qui fait que voilà, à un moment, on a envie aussi, nous, de notre côté, de faire un pas de côté par rapport à nos pratiques. Oui. Jessica, j'aurais envie de te partager une image de ce que nous, on a produit comme travail dans ma formation de design thinking qui devrait te parler particulièrement par rapport à tout ce que tu viens de présenter. Et où notre question de départ, c'était comment est-ce qu'on aide des initiatives citoyennes. Donc avec le fossé considérable qu'on avait constaté, qui était des administrations centralisées qui continuent à travailler dans un sens, un changement qui se fait au niveau du terrain et une inadéquation entre le besoin du terrain et ce que produit ou ce que soutient l'administration. Donc je vais juste te présenter l'image, D'accord. on pourrait détailler ça une autre fois. Alors, Oui, voilà, je m'autorise. est-ce que tu le vois là? Et si je passe un peu Oui, l'écran, tu le vois aussi ou pas? Oui, ah, super. Ok. Donc voilà, donc ça c'est notre travail de diplôme formation continue Hope, Design Thinking entre École Polytechnique et l'ENSI, École de Design. C'était un parcours et un changement via une approche coopérative pour permettre aux citoyens qui veulent porter une initiative, une idée, d'aller jusqu'au bout et de son écosystème d'accompagnement de changer collectivement jusqu'à une autre structuration qui permette à ce type d'initiatives, qui sont souvent des petites idées, peuvent être très bonnes pour beaucoup de monde, arrivent au final à s'aimer. Et donc les étapes principales à retenir, c'est que en fait il y a le problème de repérer les initiatives. Grosso modo, c'est ce que vous faites avec ces ateliers, c'est d'aller Ça. parler aux gens et de permettre de éveiller ces initiatives du terrain. Ensuite, la question, c'est de savoir quelles initiatives on priorise. Bon, là, c'est marqué via un cycle de maturation et de vote, parce qu'il peut y avoir des initiatives qui ne sont pas tout à fait prêtes à être travaillées ou les conditions ne sont pas réunies. Et pour accompagner ces initiatives, on a constitué un conseil, le conseil de la main. Donc, la main, elle vise à aider, Yes. soutenir, accompagner, protéger, etc. C'est toutes les fonctions de la main. Et à partir de là, d'avoir un dispositif où on vient sur le terrain pour voir les cas d'usage, mais où on réunit une communauté autour de ces problématiques. Donc c'est ce qui est marqué là dans la phase immersion, donc rapprochement des parties prenantes, identification d'acteurs complémentaires nécessaires. Dans tes propos, on retrouve tout ça. Identification des irritants. Ça peut être des irritants internes, comme la participation, par exemple, ou ça peut être des irritants de terrain qui sont ressentis. On veut m'accompagner pour parler, pour apprendre à écrire, alors que mon sujet, c'est de pouvoir passer un entretien d'embauche, par exemple. Euh, le nouveau panorama du contexte qui résulte de cette analyse en tir croisé, une itération du travail durant les phases parce qu'on doit pouvoir approfondir, et un maquettage d'un projet à partir de ce matériau. Et là, on passe au prototypage avec une mise en œuvre, une itération terrain qui permet d'avoir une adaptation de l'offre, modèle économique, ses échelles, souscription, levée de moyens, financement, moyens d'accompagnement, etc. Et au final, en ayant un collectif d'initiatives, d'arriver après à porter la démarche jusqu'à un essaimage de la démarche. Voilà, donc nous, on avait regardé ce parcours-là, comment est-ce qu'on pouvait aider des projets citoyens, parce qu'on était confronté à ces budgets participatifs où les gens, généralement, ben, on va accompagner la plaine de jeux et on va payer un jeu. Mm. Et donc les gens sont coincés et finalement ils se désintéressent du sujet Ouais. parce qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir déboucher. Voilà, donc je pensais que c'était juste utile de partager ça, ça pourrait être Ouais, carrément. stimulant. Merci, merci beaucoup. Un petit Ouais, clin d'œil.
J'aime beaucoup. Je sais pas, la main m'a ramené à Game of Thrones. Je fais c'est le rôle de la main. Mais ouais, non, carrément, j'aime beaucoup. Et je pense que ça va ouais, dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure sur voilà, toutes ces lignes de gouvernance qui finalement, je pense, s'annihilent les unes les autres et puis se déconnectent, à mon avis, vraiment de la réalité et de notre capacité à finalement être dans vraiment quelque chose de réajustable, qui soit, voilà, quoi, dans l'instant, quoi. On n'a pas cette puissance de réactivité, malheureusement, je trouve, et qui reste. Après, je trouve que l'administration, peut-être les entreprises, moi, ça m'intéresserait de pouvoir un peu plus travailler sur des démarches aussi entreprises pour pouvoir voir dans quelle mesure, parce que j'ai souvent eu le sentiment que dans le monde de l'entreprise, les choses évoluaient différemment. Mais là, sur la petite entreprise d'aide à domicile, bon, c'est très simple et puis c'est un projet de formation, donc c'est pas suffisamment significatif. Ça vient pas retravailler la gouvernance ou les modes de coopération, ça bouge pas fortement les lignes, quoi. Mais là, voilà, c'est ça, en fait. Ça retravaille les modes de coopération, quoi. Comment on redéplace les murs dans des administrations hyper verticalisées où, clairement, moi, le nombre de fois où j'ai entendu sur ma mission, OK pour qu'on travaille ensemble sur ce sujet, mais dans la limite de notre périmètre respectif. Moi, je dis, bah, OK, d'accord, très bien, mais mettons des limites, des frontières, érigons des murs. C'est sûr, on travaillera vachement mieux, quoi. Alors qu'en fait, on est tout le temps au carrefour de la limite d'un tel. Moi, j'ai envie de voir comment je peux faire droit de cité à un partenaire dont je sais qu'il a un pouvoir d'agir sur mes bénéficiaires qui va amplifier la qualité de la réponse que je peux lui proposer. Comment je lui aménage un bout de jardin, en fait. Mais en fait, dans des administrations où tout est vraiment beaucoup verticalisé et donc verrouillé, il y a aussi la peur, faut se le dire, de l'agent de oula, est-ce que tu es passé par un tel N18 là? Parce qu'en fait, si t'es pas arrivé à son étage, ça va être très compliqué. Et donc voilà, il y a aussi ça, quoi, la prise en compte de la culture de l'écosystème. C'est un écosystème, et il était heureux de le voir là avec bah, les laboratoires d'innovation de politique publique qui ont été mis en place, qui a envie de bouger mais il n'a pas envie de bouger en mode tremblement de terre, quoi. Il a envie de bouger tout doucement. Et donc, comment on fait pour l'accompagner tout doucement à son rythme pour que voilà, il fasse vraiment un pas de côté par rapport à ses pratiques. Et je pense que toutes les démarches dans lesquelles vous êtes, bah, vous savez, moi j'ai des collègues, voilà. Après, c'est vrai qu'on a signé un marché, donc initialement au national. Donc j'ai des collègues dans chacune de vos régions, voilà. Mais je pense que c'est important aussi, voilà, que vous puissiez échanger avec eux parce que même sur même si sur les crédits COP fléchés FSE, comme il a fallu passer par un marché, bah, ce ne sera pas sur cette enveloppe-là. Mais moi, vraiment, j'aspire dans ma pratique professionnelle de plus en plus à pouvoir mettre du design thinking pour pouvoir ben, mettre autour de la table des acteurs, leur permettre de prendre en main aussi la méthodologie, de voir le monde à travers la fenêtre du voisin, quoi. Alors, on n'est pas obligé d'épouser son regard pleinement, d'en tomber amoureux, mais on peut se dire, ah ouais, depuis son siège professionnel, c'est comme ça que lui, il a un angle sur le bénéficiaire, alors que moi, mon bénéficiaire, je le vois de cet angle-là, et que du coup, j'en vois pas du tout la même chose, de consolider des points de vue pour être vraiment dans des écosystèmes qui soient nourriciers pour nous, quoi. Aujourd'hui, il y a quand même le sentiment d'une forme d'assèchement parce que il y a des objectifs, il y a de la procédure, il y a des contraintes de temps, etc. Il y a une norme gestionnaire qui fait beaucoup pression sur nous et donc comment malgré tout on maintient du sens. Et je trouve vraiment, là, bon, voilà, c'est mon mot de conclusion, que ces démarches-là, elles ramènent du sens, elles ramènent de la résilience organisationnelle et parfois même du pouvoir d'agir quand on en est à un moment démuni.